Ok, on va partir du principe que l'enregistrement fonctionne. Voilà. Alors, donc cette année, on va donc faire du C++, donc dans la continuité de ce que vous avez vu l'année dernière, donc le C. Je vous rassure, on va y aller progressivement. C++, c'est un langage qui est très très difficile. Il y a un nouveau paradigme qu'il va falloir apprendre, qui est l'objet. Donc, je vous dirai ce qu'est un paradigme, je vous raconterai ce que c'est l'objet, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Ok? On va juste faire un petit peu des rappels. Et puis après, on verra. De toute manière, je vous ai mis sur Campus tous les documents qu'il faut pour information. Alors, si vous avez des problèmes de droit sur Campus, je sais que chaque année, il y en a qui n'arrivent pas à accéder aux pages. Ce n'est pas avec moi qu'il faut voir, mais avec M. Segado ou alors avec l'administration de l'ECE. Vous avez les cours qui seront sur Campus. Donc, j'ai mis les 6 premiers chapitres en avance, mais ils sont cachés. Vous ne voyez que le premier. Sachez que les slides que je vais vous montrer sont un petit peu différents des slides qui sont sur le cours, sur Campus, pardon, mais que le contenu est strictement le même. Donc, je verrai si je vous actualise en mettant les bons slides, parce qu'en fait, c'est des slides qui avaient été faits pour Thales, quand je donnais des cours chez Thales. Vous avez aussi les exercices. Tous les exercices TDTP sont sur Campus. Vous pouvez d'ores et déjà, télécharger et essayer de les faire. Voilà, j'ai tout mis, de tous les chapitres. Pareil, je vais rajouter des exercices, vu que voilà, l'organisation est un peu compliquée cette année, je rajouterai des exercices. Il se peut qu'il y ait des modifications, donc les documents vont bouger. Mais je vous ai déjà mis des ressources pour que vous puissiez déjà commencer à travailler en autonomie. Je vais aussi rajouter des vidéos. On m'a demandé de rajouter donc des vidéos pour agrémenter le cours. Donc, je vais essayer de trouver sur YouTube des vidéos intéressantes sur la conception objet, sur le C++, etc. Et peut-être des ressources annexes, des bouquins pour ceux qui aiment lire, etc. Voilà, donc tout ça, allez sur la page campus régulièrement, elle sera mise à jour. Ce week-end, je ferai une grosse mise à jour, mais là, vous avez déjà des supports qui sont en ligne à l'instant. Alors, on va commencer sur un petit exemple, donc pour introduire le C++, d'accord? Donc très vite, je vais vous parler un peu de l'histoire de C++ en 2 secondes, on n'a pas que ça à faire. De surtout l'introduction et la différence entre la programmation procédurale et la programmation orientée objet. Parce qu'en C, l'année dernière, vous avez travaillé avec de la programmation dite procédurale. C'est-à-dire que vous faisiez les instructions, voilà, ligne par ligne, avec des fonctions, surtout. Vous mettiez tout en fonction, en sous-programme, vous appelez ça les sous-programmes, etc. Et c'était de manière séquentielle. Vous appelez vos sous-programmes les uns en dessous des autres, etc. Vous verrez qu'avec de la PO, la notion de sous-programme va évoluer et l'organisation des sous-programmes ne sera pas du tout la même. Et il y a des nouveaux concepts qui vont émerger. Ok, donc on va voir tout ça, justement, ces nouveaux concepts, partie C, le vocabulaire et tout ce qui est inhérent à la programmation orientée objet, les concepts de classe que je vais vous introduire, les concepts d'association. On va voir tout ça. Ok, donc très rapidement, donc le C++ a été créé par lui, donc Strup, là, voilà, 83. Le C++ introduit un nouveau paradigme dit orienté objet, c'est-à-dire la capacité donc d'utiliser des objets. Et on va voir plus loin qu'est-ce que cela veut dire. Ok, donc avant tout ça, je vais repartir sur un exemple que vous avez vu un peu l'année dernière, donc du C, vous ne soyez pas trop perdus, et on va essayer de tendre vers du C++. Donc imaginez que vous avez un client qui souhaite réaliser un programme permettant de gérer les étudiants dans une école. Donc ça, c'est le cahier des charges. Vous avez vu le concept de cahier des charges l'année dernière, c'est-à-dire les instructions que vous donne votre client et vous, en tant qu'ingénieur, vous devez donc programmer la solution, réfléchir et programmer donc le produit. Pour simplifier, on va travailler donc sur des fonctionnalités qui sont très simples, ajouter et visualiser des étudiants, inscrire des étudiants dans une école. Juste ces 3 actions, ajouter, visualiser les étudiants et inscrire. Donc, vous, en C, vous auriez pu coder comme solution un peu ce qui est écrit ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne fait pas un cours de C, c'est juste une introduction. D'accord? Donc, en gros, vous passez les paramètres nécessaires pour créer un étudiant. Vous faites vos printf scanf comme vous avez vu l'année dernière et tout va bien. D'accord? Pour afficher un étudiant, pareil, vous passez tous les paramètres, nanana, et puis vous affichez les informations à l'écran. Pour gérer donc un ensemble d'étudiants, parce que dans une école, il n'y a pas un étudiant, mais plusieurs, vous auriez pu utiliser des tableaux, parce que vous avez appris l'année dernière les tableaux statiques, donc crochet and students, ok.
Et du coup, avec une boucle for, vous pouvez créer donc X étudiants et après afficher ce nombre d'étudiants, tout simplement. La question qu'on peut se poser, c'est qu'avec cette approche, comment on fait pour inscrire un étudiant dans une école? Bah, si vous codez comme ça, vous allez très vite vous rendre compte que ça va être compliqué. OK? Ce style de code, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout modulaire. Déjà, regardez, vous avez des paramètres à rallonge en entrée. Alors là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Généralement, quand vous avez des fonctions qui prennent beaucoup de paramètres en entrée, c'est que c'est mauvais signe, c'est que c'est mal conçu. Généralement, on passe par des structures de données que vous avez vues en fin d'année d'ingé. Donc ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, la charge mémoire, elle est super importante. Pourquoi? Parce que vous avez fait un tableau de NB Students. Si NB Students, ça vaut 10 000 et que vous en utilisez que 1000 des cases, vous avez 9000 cases qui ne servent à rien en mémoire par tableau. Donc, pour les names, pour les years, pour les months, pour les days et pour les schools. Donc, vous perdez de la place mémoire inutilement. C'est peu performant, oui, parce qu'en plus, c'est lent. Tout simplement parce que ce n'est pas optimisé. Le code n'est pas optimisé. Donc, il n'y a aucun avantage de coder comme ça. Donc, d'autres étudiants auraient pu penser à une autre solution plus intéressante en se disant « Ah, bah tiens, on a des étudiants, on a une école, moi j'ai envie de passer par des structures. » Donc, on aurait pu coder deuxième approche avec un title. Vous avez vu, et vous mettez les informations inhérentes à l'étudiant à l'intérieur de la structure, c'est-à-dire son nom, l'école dans laquelle elle appartient et Ah, on vous entend plus là, je crois. Ouais, coucou Florent. On t'entend plus, hein, effectivement, je confirme. Allô? Bon, c'est bien, il y a plein de participants. Allô Florent? Ouais. Bon. Mais je crois que c'est juste votre micro qui est désactivé, il faut le... Non, mais il faut activer sur Steam, sur Teams. Ouais, c'est bizarre, je suis d'accord. Ça va la forme? Allô? Ça va? Ouais, c'est C'est bon. Jean-Pierre Segado, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, qui s'incruse encore une fois. Oui, Florent, je vais vous laisser, mais ton micro est apparemment on t'entend plus. Hein. Vous m'entendez là? Oui, Ouais, c'est bon, on vous Ouais. entend. Oui, c'est bon. Je te laisse poursuivre le cours. Ouais, JP, juste un truc, je sais pas, mais Teams me désactive mon micro de manière aléatoire là. C'est pas la première fois. Non, mais c'est parce ça, qu'en je fait, sais pas. nous on a la Ouais. possibilité de désactiver tous les micros et donc si quelqu'un appuie sur désactiver tous les micros, votre micro est désactivé. Ouais. Ah, ça c'est une bonne. On a tous individuellement la possibilité de désactiver tous les micros. Ouais, ben on va. Ben merci pour l'info. On va essayer de pour l'info, d'y remédier, pour le futur, hein, parce que c'est pas bon là. Ah non, c'est pas possible ça. S'il y en a un qui s'amuse à chaque fois, je vais pas m'amuser à regarder si mon micro Ok, est. je vais remonter l'information. Ok. Bon, en attendant, je demande aux étudiants, s'il vous plaît, ne désactivez pas le micro de Monsieur Didler, hein, sinon ça va pas marcher. Ok. Voilà. Bon, ben bon cours. Je vous laisse. Merci. Monsieur. Merci, au revoir. Du coup, pour ceux qui ont écouté, quelle est la dernière phrase que vous avez entendue? Qu'on peut utiliser des structures en utilisant le nom, l'école et la date d'anniversaire, après on vous a perdu. Super, bon, ça va. J'ai pas trop parlé dans le vide. C'est à peu près ce dont j'étais en train de raconter. Alors, très bien. Oups, je vais juste me remettre sur mes slides. Voilà. Alors, oui, deuxième approche, donc comme je disais, les structures, pour essayer donc d'organiser un peu plus vos données, c'est-à-dire au lieu de passer tous les paramètres dans les sous-programmes, vous les regroupez dans ce qu'on appelle une structure. OK? Vous créez les fonctions qui vous permettent de manipuler ces structures. Donc, vous les avez vues l'année dernière. Student init, c'est pour créer, initialiser les champs de vos structures. Faire une copie, pourquoi pas. Supprimer un étudiant. Et debug, c'est pour afficher avec des printf, si vous voulez, en console, les informations. OK? Donc, rapidement, hein, le code, je vous montre, vous faites votre malloc. Vous avez vu ça l'année dernière. Hein. Ça, c'est du rappel. Vous êtes censé savoir le faire. Hein. Vous affectez, donc vous allouez vos chaînes de caractères, nanana, vous faites vos scanf pour 100S, tout va bien, et vous entrez vos informations, tout va bien. Voilà, copier un étudiant, c'est pas compliqué. Vous utilisez strcpy pour copier les chaînes de caractères. Vous copiez les scalaires avec des égales, hein, pas très compliqué, etc. Supprimer, c'est tout simplement libérer la mémoire. Hein. Je vous rappelle que quand vous faites du malloc, il faut faire des free. Les free, c'est pas facultatif, c'est obligatoire, tout simplement. Et avant de faire des free, on vérifie que le pointeur il est valide. Donc if s, c'est-à-dire if le pointeur n'est pas nul, alors on peut le supprimer. Student debug, très facile, du printf, on affiche les informations. Jusque là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on avait donc deux infos dans l'énoncé. On avait le fait de pouvoir inscrire des étudiants dans des écoles. Donc pour ça, on peut créer aussi une structure école. Et une école, on dit que c'est un ensemble d'étudiants. Student double étoile. Donc c'est un ensemble
des pointeurs sur étudiants si vous voulez. Ça a aussi un nombre maximal d'étudiants et pourquoi pas une adresse postale. Voilà, pareil, des fonctions qui permettent de manipuler vos structures écoles. Donc, bon, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est à peu près pareil que pour un étudiant. Je vous les montre rapidos, hein, vous avez les slides. Nanana. Et ensuite, la question que je vous posais tout à l'heure, comment on faisait pour inscrire un étudiant dans une école? Avec la première approche, avec vos tableaux statiques un peu à l'arrache, un tableau par propriété, c'est un peu compliqué. Là, avec une approche structure, c'est un petit peu plus facile. Hein, vous pouvez tout simplement, vu que vous avez un tableau d'étudiants dans la structure école, bah vous pouvez très bien inscrire de cette manière-là en mettant dans la case I de votre tableau d'étudiants dans l'école, faire une copie de l'étudiant. C'est pas juste une copie, mais bon, peu importe, c'est juste un exemple. Mais voilà comment vous pourriez inscrire. Donc, c'est quand même une bonne approche. OK? Donc, si vous regardez le main, en gros, donc là, vous créez une école. Ensuite, voilà, nanana. Ensuite, vous créez les étudiants. Ensuite, vous les affichez pour vérifier que tout va bien. Ensuite, vous inscrivez vos étudiants dans l'école. Vous affichez l'école pour vérifier que vos étudiants sont bien inscrits dans l'école. Et après, vous supprimez la mémoire parce qu'on programme correctement. Voilà. Donc, deuxième approche, elle est modulaire. Pourquoi modulaire? Parce que vous pouvez réutiliser vos structures écoles et étudiants dans d'autres projets si vous devez travailler sur des étudiants ou des écoles. Voilà, la première approche aurait été compliquée. Plus maintenable, oui, parce que vous avez séparé votre code, ce qui veut dire que vous pouvez travailler plusieurs sur le même projet. Une personne peut s'occuper de travailler sur la création des étudiants et une autre sur la création de l'école, par exemple. Et comme ça, vous pouvez paralléliser les tâches. C'est quand même mieux. Plus performant, bah, c'est évidemment, plus c'est modulaire, plus c'est maintenable, plus c'est performant. C'est un corollaire. D'accord? Il y a quand même des inconvénients avec cette approche, hein, faut pas le nier. Il y a plus de code. Et oui, il y a plus de code. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut réfléchir. Et quand on réfléchit, qu'on fait de la conception, on crée ce que l'on appelle des interfaces. On en a peut-être parlé un peu l'année dernière. Des interfaces, c'est-à-dire des sortes de portes d'entrée de comment s'utilisent vos structures. C'est-à-dire vous avez une structure étudiant et vous avez une interface, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui travaillent sur vos structures. C'est ça qu'on appelle l'interface. Donc dans mon exemple, c'était Student Init, Student Debug, Student Copy de mémoire, et il y en avait une autre, je ne sais plus quoi. Ça, c'est ce qu'on forme l'interface, mais on va revenir sur cette notion d'interface en C++, c'est très important. Mais surtout, le gros problème, c'est la protection des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec votre approche-là et vos structures en C, vous ne pouviez jamais protéger vos données. Ça veut dire que, imaginez, j'en sais rien, je vais reprendre la structure école. Vous avez m_max students. Imaginez que, à un moment donné, dans le code, je change cette valeur par inadvertance. Je ne le fais pas exprès. C'est-à-dire que vous imaginez votre école peut avoir 100 étudiants maximum. Et à un moment donné, dans le code, je vais faire S flèche mmax students égale 200. Bim, l'école, elle a grossi x2. Le programme, il ne va jamais se rendre compte qu'il y a un problème et il va vous laisser faire. Et pire encore, je pourrais mettre un nombre négatif. Donc, votre école, elle peut accueillir moins 50 étudiants. Ça poserait un peu des soucis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la protection des données. On va voir qu'en C++, il y a des mécanismes très puissants qui vont vous permettre d'éviter ce genre d'erreur. Ça veut dire que si vous essayez de modifier ce qu'on appelle un attribut, c'est-à-dire ce qu'il y a dans vos structures, en mettant une valeur erronée, le compilateur va vous dire « pas touche ». C'est protégé. On va voir comment. OK? Plus tard. Donc ça, c'est ce qui manque. Le C, il y a un gros problème de protection des données. C'est juste ça. Qui est résolu par le C++. Évidemment, c'est au prix de plus de code, plus de conception en amont. Il y a des difficultés qui sont inhérentes au C++, qui ne sont pas au C. Pour moi, le C++, c'est beaucoup plus difficile à apprendre que le langage C, tout simplement. Voilà, donc on pourrait aller aussi plus loin en utilisant des pointeurs de fonctions, on n'avait pas vu, et on peut simuler la protection des données en C, mais au prix de beaucoup de lignes de code. Et ça n'en vaut pas la peine, autant changer de langage. OK? Donc, pourquoi on a inventé le C++? Pour rajouter une couche d'abstraction et surtout la protection, le mécanisme de protection des données qui est vraiment le plus important dans les logiciels de nos jours, dans l'industrie. Il y a encore des programmes en C, évidemment, mais on essaye d'utiliser des langages qui sont safe, comme du Java. Parce qu'il y a aussi le mécanisme de protection des données, ou du C++, ou du PHP, les langages dits de haut niveau, parce qu'on est sûr qu'on ne fera pas des erreurs qui pourraient mettre en péril l'application. D'accord? Vous imaginez que dans l'avion,
si on commence à coder avec des langages qui ne sont pas safe, vous n'avez pas trop envie qu'il y ait un problème dans le calculateur de vol. Mieux vaut que vos données soient intègres. Voilà. Alors, très rapidement, je vais revenir dessus, donc je ne vous explique pas le code, mais juste vous montrer à quoi le programme que vous avez vu en C pourrait correspondre en C++. Donc, vous voyez, il y a des nouveaux mots-clés que vous ne connaissez pas. Il y a class, il y a private, il y a public, etc. Donc, on verra ça plus tard. Juste, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le C++. OK, la classe étudiante, elle ressemblerait à ça, par exemple. Le code, vous voyez que c'est difficile, c'est beaucoup plus verbeux, c'est long. Hein, les lignes sont longues, il y a plein de trucs que vous ne comprenez pas, c'est normal. Voilà, la classe école, nanananer. Comment on inscrit un étudiant dans une école en 3 lignes de code. Et puis le main qui correspond en C++ au main qu'on a vu tout à l'heure en C. Voilà. L'avantage donc du C++, c'est qu'on a la même chose que l'avantage de la version structure du C, avec en plus le mécanisme de protection des données, tout simplement. Et parfois, ça dépend des projets, on peut avoir moins de lignes de code. Parce que le C++, bah, il est peut-être plus verbeux, il est peut-être plus compliqué à apprendre, mais souvent, en une ligne de code de C++, on peut en faire 10 ou 20 de C. Donc, on peut diviser par 2, par 1,5, ça dépend des projets. D'accord? Inconvénient, oui, hein, on n'est pas dans un monde idéal. Le C++, bah, c'est plus dur à appréhender, comme je vous disais. Donc, ça veut dire que vous devez concevoir votre programme en amont dans votre tête, ou surtout sur un papier ou un tableau. Et on verra comment on va concevoir les programmes, justement, avec les diagrammes de classe. C'est l'objet du cours d'aujourd'hui, tout simplement. OK? Donc, pour récapituler, en C, vous aviez les structures. D'accord. À l'intérieur des structures, vous aviez ce qu'on appelle des propriétés. Le vocabulaire est important. Je vais vous demander d'essayer de faire attention à utiliser le bon vocabulaire. Donc, un champ d'une structure, c'est ce qu'on appelle une propriété. Et c'est ce qui est dedans, dans votre type struct. D'accord. Les int, les chars, les floats, tout ce qui est dedans. Les opérations sur votre structure, en C, ce sont des pointeurs sur fonction. Vous ne les avez pas vus, donc laissez tomber. En C++, on change le vocabulaire. Une structure, ça s'appelle une classe. D'accord? On peut aussi utiliser le terme struct, mais je serai vous, j'utiliserai plutôt le terme classe, parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise 99% du temps. Les propriétés à l'intérieur des classes, on appelle ça des attributs. Donc, qu'est-ce que c'est les attributs? C'est tout simplement les champs de vos structures, ce qu'il y avait à l'intérieur de votre type struct en C. Et les opérations, on appellera ça des méthodes. Il n'y a donc plus de pointeurs sur fonction. Du moins, c'est déguisé, vous n'avez pas à vous soucier de ça. OK? Pour utiliser des classes, on créera ce que l'on appelle des objets. D'accord? Les objets, ce sont des instances des classes. On va voir ça juste maintenant. OK? Donc, le vocabulaire, comme je vous disais, dans le monde orienté objet, c'est très, très important. Il faut qu'on parle de la même chose. Donc, les 3 slides de vocabulaire, vous les apprenez par cœur. À chaque fois dans mes cours, j'utiliserai ce vocabulaire-là. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un objet ou un attribut ou une méthode, vous ne comprendrez rien au cours. Parce que ces mots-là, ils vont revenir tout le temps. OK? Donc, PO, qu'est-ce que ça veut dire? Programmation orientée objet. Donc, ça se dit de langage qui utilise le paradigme de l'objet, donc c'est-à-dire les classes, les méthodes, les attributs, tout ce que je suis en train de vous raconter. Le Java est un autre langage, POO, par exemple. Le PHP est un langage qui peut être à la fois POO, à la fois pas POO. Ça dépend de la version de PHP. Les dernières versions sont orientées objet, les premières versions ne le sont pas. D'accord? L'assembleur n'est pas un langage orienté objet, le C non plus, ça vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme langage? Le Python, c'est un langage orienté objet. Alors, on va faire des classes en Python, de mémoire. Voilà. Alors, un objet, qu'est-ce que c'est? Bah, effectivement, entité de la vie de tous les jours, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, tout simplement, si vous prenez une chaise, une chaise, c'est un objet dans la vie. Hein. Un casque, c'est un objet. Un téléphone portable, d'accord? C'est un objet. Et donc, du coup, vous verrez qu'en C++, ce concept d'objet, bah, quand vous définissez une classe, c'est-à-dire une classe, si vous voulez, c'est quelque chose qui regroupe un type. C'est comme si vous définissiez un nouveau type. Donc, par exemple, si vous prenez des personnes, vous pouvez définir une classe personne et ça représente l'ensemble des personnes. Quelles sont les caractéristiques qui sont intrinsèques à une personne? Bah, vous avez un numéro de sécurité sociale, ça c'est intrinsèque aux personnes. Vous avez un nom, chaque personne a un nom, un prénom, une date de naissance, etc. Toute personne a ça. Et un objet qui représenterait une personne, ça pourrait être Monsieur Didler. Monsieur Didler, c'est bien une personne, mais il a des caractéristiques qui lui sont propres. C'est-à-dire, il s'appelle Didler,
son prénom c'est Florence, sa date de naissance c'est 15-07-88 et son numéro de sécurité sociale c'est 1-88-92 et des bananes. Voilà. Donc ça, c'est un objet. On pourrait avoir un autre objet qui serait l'étudiant de je ne sais pas quoi. Donc les objets, voilà, c'est ce qui concrétise, enfin c'est une instance, le terme technique, c'est une instance d'une classe. Voilà, c'est ce qui va représenter une classe. Donc par exemple, si on prend des voitures, autre exemple, les voitures, c'est donc un nouveau type. Voilà, les voitures, qu'est-ce qui caractérise une voiture? Plaque d'immatriculation, une couleur, une marque, et d'autres informations. Et qu'est-ce que ce serait des objets pour une voiture? Ça serait la Mercedes de Monsieur Dupont. La Mercedes de Monsieur Dupont, c'est bien une voiture, mais qui aura des caractéristiques particulières. Elle sera peut-être rouge, elle aura une plaque d'immatriculation qui vaut 1, 2, 3, 4, etc. On pourrait aussi prendre l'Audi de la rue, voilà, ou plein de trucs comme ça. Ok? Donc ces notions-là, c'est normal que ce soit compliqué au début de comprendre, mais avec les exercices, vous comprendrez un peu plus qu'est-ce que c'est les objets. Les attributs. Les attributs, donc ça c'est un peu plus facile, c'est les propriétés d'un objet. Donc c'est ce que je vous ai dit, la couleur, la plaque d'immatriculation pour la voiture par exemple, le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale pour la personne. Ça c'est ce qu'on appelle un attribut, c'est facile. La méthode, c'est les opérations sur les objets. Donc ça c'est les calculs, donc c'est les verbes. Qu'est-ce qu'on peut faire sur des objets? Sur une voiture, on peut quoi? On peut la faire rouler, c'est des actions. Rouler, la faire avancer. Elle peut freiner, c'est aussi une action. On appelle ça des méthodes. D'accord? Une personne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? On pourrait inscrire une personne dans un événement, par exemple. Donc, c'est vraiment des actions. Les méthodes, on va voir, vous aviez vu le DTI l'année dernière, le données traitement interface. Les méthodes, si vous voulez, ça correspond un peu au T du DTI, c'est-à-dire au traitement. Alors que les attributs, ça correspondrait au D, voilà, aux données de votre modèle DTI. Classe, donc c'est un nouveau type, c'est ce que je vous disais. Donc vous avez le droit en C++ de définir des nouveaux types. Donc en C, vous aviez que des int, des chars, des floats, des pointeurs. Grâce au type destruct, vous avez pu commencer à créer vos propres types, comme des rendez-vous, des t-rendez-vous, des t-personnes et compagnie. En C++, vous avez toujours ce mécanisme qui vous permet donc de créer des nouveaux types, mais on appelle ça des classes. Tout simplement, on change le mot. Si vous voulez, des classes, c'est comme des structures en C. Voilà. C'est juste que ça va plus loin, c'est encore plus puissant. Une instance, j'ai utilisé le terme tout à l'heure, c'est donc un objet est une instance d'une classe, c'est-à-dire qu'un objet va utiliser votre classe, va utiliser les propriétés de votre classe. Donc si vous créez un objet, la voiture de Monsieur Dupont, elle va utiliser les informations de la classe voiture. C'est-à-dire qu'elle aura accès à un numéro d'immatriculation, à une couleur, à un propriétaire et compagnie. Un constructeur. Un constructeur, c'est une méthode spéciale, donc je vous ai défini qu'est-ce qu'est une méthode, qui va permettre de créer un objet, c'est-à-dire d'initialiser les valeurs des attributs à des valeurs par défaut. Donc c'est, par exemple, vous allez mettre pour les chaînes de caractères vides, vous allez mettre pour les int 0, vous allez tout initialiser à 0, parce que je vous rappelle qu'en C++, tout comme en C, les variables ne sont pas initialisées par défaut, elles valent n'importe quoi, ça dépend de la mémoire. Donc, c'est important de faire des constructeurs permettant d'initialiser avec des valeurs que vous connaissez vos objets. Le destructeur, c'est l'opération inverse. Ça va vous permettre de libérer la mémoire occupée par l'objet. Parce que oui, quand vous créez un objet en C++, c'est comme si vous faisiez, si vous voulez, un malloc. Donc, vous prenez de la mémoire. Et du coup, il faut faire un free. Au lieu de faire des free, on ne fera pas de free en C++, on utilisera un destructeur, tout simplement. Et du coup, constructeur et destructeur, c'est comme programme. Exactement. Un peu particulier, mais ce sont comme des sous-programmes. Tout à fait. Okay. Ça marche, merci. Accesseurs, on continue dans le vocabulaire. Les accesseurs, il en existe de deux types. Les getters. Les getters, c'est des accesseurs qui vont vous permettre donc de lire une information de votre objet. Donc imaginez, vous avez la couleur de la voiture. Je vous ai dit que le C++ protégeait les données. Ce qui veut dire que pour accéder à la couleur de la voiture, c'est pas si simple en C++. En C, c'est facile. Vous faites V, voiture, flèche, couleur, bim, printf, %d, voiture, flèche, couleur, et bam, vous avez votre couleur. En C++, si vous avez bien codé correctement, si vous faites la même ligne de code, ça plante, ça compile pas. Donc, on va utiliser des méthodes spéciales que l'on appelle des accesseurs qui vont permettre de lire la valeur d'un attribut
On appelle ça un getter. To get en anglais, récupérer. Vous avez aussi un autre type qui s'appelle les setters, to set, modifier. Donc, les setters vont vous permettre de modifier les attributs internes d'une classe. OK? On verra comment sur le chapitre dédié à tout ça. Je ne rentre pas trop dans les détails, je vous introduis juste le vocabulaire. L'encapsulation, ça c'est très 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 important. Je pense que c'est le terme avec interface le plus important du C++. L'encapsulation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la capacité pour les données d'être protégées et elles ne doivent être modifiées que par les méthodes de la classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement le but, c'est que vos données pour vos objets restent intègres, c'est-à-dire ne soient jamais corrompues. Par exemple, si vous avez votre voiture, je reprends toujours la voiture, avec votre couleur ou votre plaque d'immatriculation, vous savez qu'une plaque d'immatriculation, c'est un certain format. Je ne sais plus comment elles sont, département, les deux premiers c'est le département, après je ne sais plus quoi. Si par exemple un mec voudrait essayer de modifier votre plaque d'immatriculation en mettant n'importe quoi, genre Toto, il faut que votre programme dise Toto, c'est pas une plaque d'immatriculation, alors non, tu n'as pas le droit, tu fais pas ça. Et ce mécanisme de protection des données, il n'est garanti que si vous respectez le principe d'encapsulation. Qu'est-ce que ça veut dire? On le verra plus tard. Il y a des règles à respecter que vous ne connaissez pas encore et qu'il faudra respecter en C++. OK? Toutes ces règles forment le mécanisme d'encapsulation. Et du coup, si vous respectez ces règles, vous allez définir ce que l'on appelle une interface standardisée et rendre votre code modulaire, c'est-à-dire réutilisable dans d'autres projets. C'est ça un code modulaire. C'est-à-dire que vous pouvez le réutiliser. OK? Donc, on verra ça sur les chapitres dédiés. Donc, l'interface, tout simplement, pour essayer de vous rattacher à ce que vous connaissez, c'est le fichier .h que vous avez fait l'année dernière, si vous voulez. Normalement, si vous avez codé vos structures correctement, genre trendez-vous, vous avez dû faire un trendez-vous.h et un trendez-vous.c. Et dans le .h, vous avez mis le type destruct trendez-vous. Et après, vous aviez mis les sous-programmes qui utilisaient votre rendez-vous, donc créer rendez-vous, ajouter rendez-vous, supprimer rendez-vous, afficher rendez-vous et tout le bordel. Ça, c'est ce que l'on appelle l'interface, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la définition des fonctions publiques, pour être exact. Publique, c'est-à-dire que l'utilisateur a le droit d'utiliser, en opposition à des fonctions privées, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser. Ce concept-là n'existe pas en C. En C, tout est public. Si vous voulez, on a le droit d'utiliser tout ce qu'on veut. En C++, ce n'est pas le cas. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle une interface. On verra plus tard, un peu plus en détail. OK? L'interface permet donc de séparer l'utilisation de votre classe de l'implémentation, c'est-à-dire la manière dont votre classe a été codée. Voilà. Un module, juste pour information, il n'est pas sur les slides, c'est un ensemble de classes. Donc, si vous avez plusieurs classes, ça forme un module. Voilà. Dernier mot de vocabulaire. Donc, j'insiste vraiment sur ces 3 pages. Il y en a beaucoup, je sais, mais il faut que vous compreniez de quoi je parle et vous aussi. C'est important d'avoir ce vocabulaire. Je vous rassure, vos chargés de TDTP s'occuperont de vous le rappeler, je pense, 50 fois ou 100 fois dans l'année. Je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une classe exactement? Comment on la modélise et comment ça fonctionne? Prenons l'exemple cette fois d'un compte et d'une banque. Enfin, d'un compte et d'un client, si vous voulez. Donc, un client, normalement, il peut avoir plusieurs comptes. Chez moi, j'ai 3 comptes bancaires. D'accord? Et un compte, généralement, il a un unique propriétaire. Je ne parle pas du cas particulier des comptes joints, où il pourrait y avoir 2 propriétaires. On va prendre le cas classique. Un compte possède un unique propriétaire. Donc, une classe, qu'est-ce que c'est? Sur le petit schéma, là, donc ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle un diagramme de classe. Et donc, du coup, c'est un rectangle où vous avez mis le nom de votre classe en haut, donc compte en gras. À l'intérieur de ce rectangle, vous avez 2 sections que je vais détailler un petit peu plus loin. La section attributs et la section opérations. Si vous avez bien compris le petit vocabulaire que j'ai dit tout à l'heure, vous devriez comprendre qu'est-ce qu'on met dans la section attributs et qu'est-ce qu'on met dans la section opérations. Tiens, qu'est-ce qu'on met dans la section attributs? Le nom. Le nom du compte, ouais. On pourrait mettre le nom. Hein? Le solde. C'est les propriétés. Ouais, le solde, ça, c'est les caractéristiques. Les caractéristiques, tout à fait, dans la section attributs.
Et qu'est-ce qu'on mettrait dans la section opération? Les méthodes. Les fonctions. Les méthodes. Oui. Les méthodes, les fonctions. Tout à fait. Ok. Il y en a un qui écoute de la musique en parallèle. S'il peut couper son micro. Merci. Alors, petit zoom donc, sur l'entité compte. Une classe peut... Il y a un écho là, je ne sais pas ce qui se passe. Il faudrait que quelqu'un coupe le micro. Je crois que c'est JC de ce que je vois. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, sur l'entité compte, alors juste pour info en termes de vocabulaire, c'est vrai que j'ai tendance à parler de entité souvent. Entité, c'est comme une classe, ok, synonyme. Classe, entité, pareil. Donc pour compte, on va faire un petit zoom donc, sur les deux sections. Donc premièrement, la section s'appelle attributs. Donc, il y a des types de visibilité. Qu'est-ce que c'est pour les attributs, les méthodes? Alors, la visibilité, c'est comment on peut utiliser cet attribut. Private, premier cas, le symbole, c'est un moins. Donc, vous avez vu que là, ah ben non, il n'y est pas. Mauvais exemple. Normalement, on précise la visibilité dans la section attribut ou méthode pour savoir si la méthode ou l'attribut, elle est privée, publique ou protégée. Donc, privé, qu'est-ce que ça veut dire, private? Ça veut dire que l'attribut, on ne peut pas l'utiliser en dehors du bloc, donc de la classe, du bloc compte. C'est-à-dire que les opérations, c'est-à-dire les méthodes à l'intérieur de compte peuvent utiliser l'attribut, mais par contre, tout ce qui est en dehors ne peut pas. C'est-à-dire le mail, si vous voulez, votre mail n'aura pas accès à ces attributs s'ils sont privés. Vous voyez que le mécanisme de protection des données commence à prendre son sens. Public, ça veut dire que c'est accessible partout. Conclusion, en C, tout était public. C'est pour ça que vous n'aviez pas à vous prendre la tête entre private, public, protected, puisque ça n'existe pas private en C et protected n'existe pas en C. Tout est public, c'est-à-dire que vous avez accès à vos attributs de structure quand vous le souhaitez. Il suffit juste d'avoir votre objet, faites objet flèche votre attribut, vous pouvez le modifier ou le lire. Protected, c'est entre les deux. C'est ni privé ni public. Et en gros, c'est utilisé que dans un seul cas, qui est l'héritage, qui sera l'un des derniers chapitres. Donc, j'en parle pas. Pour l'instant, vous vous contentez de private ou public. Soit c'est privé, soit c'est public. Voilà, moins ou plus. Ensuite, vous avez des relations entre les classes. Les relations entre les classes, il en existe de 3 types. Qu'est-ce qu'une relation? C'est un trait, symbolisé en diagramme de classe, qui relie 2 blocs. Un bloc étant une classe, un trait relie donc 2 classes, et on appelle ça une relation. Une relation, elle a une cardinalité. Une cardinalité, ça veut dire qu'elle a un chiffre à gauche de la relation et à droite de la relation. Ici, dans l'exemple, vous avez une relation de type 1 étoile à gauche et une relation 1 à droite. On appelle ça une relation de cardinalité 1-n. C'est comme ça, c'est le vocabulaire. N veut dire plusieurs. Ok, donc 1n. Comment ça se lit en français? Tout simplement, c'est ce que je vous disais à l'oral, un compte possède un unique propriétaire. Vous avez donc une relation 1 à droite. Et dans l'autre sens, un client peut avoir plusieurs comptes. Mais il peut avoir un ou plusieurs comptes. Donc vous avez une cardinalité 1-n à gauche. D'accord? Un client pourrait aussi avoir 0 compte. Mais dans l'exemple, tel qu'il est décrit, on est sûr qu'il en a au moins un. Parce que c'est ce qui est écrit. Ok? Vous avez la cardinalité NN, qui est représentée par une collection des deux côtés, donc c'est-à-dire des tableaux. C'est-à-dire dans la classe compte, vous auriez un tableau, et dans la classe client, vous auriez un autre tableau. Donc des cardinalités NN, c'est en gros, il faut que je trouve un exemple, des étudiants peuvent avoir plusieurs cours, et dans un cours, il y a plusieurs étudiants. Voilà, vous avez une cardinalité NN. La cardinalité 1-1, ça veut dire, c'est la notion de posséder. Quelque chose possède une unique chose. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Cardinalité 1-1, ouais, un dossier médical et une personne. Une personne possède un unique dossier médical. Normalement, Allô? Dans ce cas-là, vous n'avez pas normalement plusieurs dossiers médicaux, bon, par exemple. Et un dossier médical appartient à une unique personne. À votre micro, monsieur. Votre micro a encore été désactivé. Ah, merci.
Et un dossier médical, donc dans l'autre sens, appartient à une unique personne. Donc vous avez bien une relation de type 1-1. En C, vous modélisez ça sans le savoir par un pointeur. Et en C++, vous verrez qu'il y a d'autres manières de le faire sans utiliser les pointeurs. Donc bonne nouvelle pour ceux qui détestent les pointeurs. En C++, on essaye de bannir les pointeurs. Il y a plein de mécanismes qui permettent d'éviter d'utiliser les pointeurs. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui détestent. Ok. Alors, next. Les associations. Alors là, on commence à rentrer dans c'est un peu plus abstrait, donc c'est un peu plus compliqué. Là, ce que je vous racontais avant, la cardinalité, c'est concret. Hein. Je pense que vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Hein. Quand je vous dis que des étudiants peuvent avoir plusieurs cours et dans un cours, il y a plein d'étudiants, je pense que vous comprenez. C'est logique. Vous avez une cardinalité NN. Donc, vous voyez à quoi ça peut correspondre. Là, on va rentrer dans des concepts plus abstraits. Vous allez donc avoir du mal à vous rendre compte qu'est-ce qu'une agrégation et qu'est-ce qu'une composition. Donc, entre les classes, il peut y avoir deux relations principales, dit une relation faible et une relation forte. La relation faible s'appelle l'agrégation, tout simplement, et la relation forte s'appelle la composition. J'insiste sur le fait que ces notions de relations entre les classes dépendent du contexte de votre application. C'est-à-dire qu'en fonction du cahier des charges de ce que demande votre client, certaines relations entre les classes pourraient être des agrégations, alors que dans un autre projet avec les mêmes classes, vous pourriez avoir cette fois une relation de composition. Il n'y a pas d'unicité. Ce n'est pas parce que vous prenez une personne à un dossier médical que la relation entre personne et dossier médical, c'est toujours une composition. C'est souvent le cas. Il y a des cas où ce sera toujours vrai à 100%, parce que l'autre concept n'aurait pas de sens. Mais souvent, si vous prenez des roues et une voiture, vous pouvez avoir les deux types de relations. Les roues peuvent être agrégées à une voiture, ou une voiture peut être composée de roues. Et les deux cas sont valables. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des notions subjectives. Il faut vraiment faire attention. On va prendre des exemples, évidemment, ne vous inquiétez pas. La composition, c'est le plus facile. Ok. Donc, vous avez ce qu'on appelle une classe composite. D'accord? C'est la classe enregistrement. On appelle ça la classe composite, vocabulaire, vous l'apprenez. Et vous avez la classe agrégée. Ok? Je dis une connerie. La classe composite, c'est compte, excusez-moi. Et la classe agrégée, c'est enregistrement. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on lit ici la composition, déjà, vous voyez, le symbole, c'est un losange noir du côté de la classe composite. Ça se lit de cette manière. Un compte a des enregistrements et un enregistrement appartient à un unique compte. Voilà. On peut aussi dire qu'un compte est composé d'enregistrements. Voilà comment on le lit en français, ce losange, ce trait avec un losange. Ça se lit comme ça. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique trois choses. Déjà, vous avez une notion d'exclusivité. L'enregistrement, il appartient à un unique compte. Et à ce compte-là, pas à un autre. C'est exclusif. Notion d'exclusivité déjà dans la composition. Ça, c'est important. Vous avez la durée de vie qui sont liées. C'est-à-dire que si vous détruisez la classe composite, c'est-à-dire vous supprimez la mémoire de votre compte, en d'autres termes, en français, si vous allez dans votre banque et vous fermez votre compte bancaire, tous les enregistrements associés, c'est-à-dire les versements, les virements, les crédits, les débits sur ce compte bancaire seront supprimés. Et c'est cette notion de dépendance qui crée la composition. Ok, donc durée de vie, on appelle ça la durée de vie en programmation, elle est intrinsèquement liée entre la classe composite et la classe agrégée. Donc déjà la notion d'exclusivité, je rappelle, la notion donc de durée de vie et la notion de subordination. Subordination veut dire que l'une des classes est au-dessus en termes de hiérarchie de l'autre. Et là, dans ce cas-là, c'est compte qui est au-dessus. C'est compte qui porte, qui en termes, qui contient donc les enregistrements, donc elle est au-dessus. Il y a une notion de subordination dans la composition. Donc c'est les trois caractéristiques d'une composition. Ensuite, une agrégation, un petit peu plus compliqué à comprendre. Donc si vous prenez un logiciel de casse automobile, parce que je vous ai dit que ces notions étaient subjectives. Donc vous avez une voiture et on peut dire qu'une voiture est que vous avez 4 roues. Alors, on peut dire qu'une voiture est composée de 4 roues, ça c'est vrai. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est si vous détruisez votre voiture,
dans un logiciel de casse automobile, par exemple, est-ce que vous détruisez les roues? Bah, tout dépend de la manière dont vous voulez faire, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, vous pouvez très bien retirer les roues de votre voiture avant de détruire la voiture. Dans ce cas-là, si vous détruisez la voiture, vous n'entraînez pas la destruction automatique des roues. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être dans une composition, parce qu'une composition impliquerait que les roues ne peuvent pas être retirées avant. Voilà, c'est ça, ces notions qu'il faut bien comprendre. Donc, si vous retirez les roues, vous détruisez la voiture, vos roues ne sont pas détruites, puisque vous les avez retirées avant. D'accord ? Donc, vous n'avez pas cette notion de durée de vie liée entre la classe... alors, cette fois, on appelle ça la classe agrégat et agrégé. Le vocabulaire, il change. OK ? L'agrégat de mémoire, c'est la roue, et l'agrégé, c'est la voiture. Voilà. Donc, en gros, pareil pour le moteur, on pourrait retirer le moteur, retirer le châssis et détruire la voiture. Et du coup, on aurait un châssis tout seul, un moteur tout seul et 4 roues. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'agrégation. Donc, pareil, sur l'agrégation, vous avez une relation de subordination. Ça ne change pas. La voiture est toujours au-dessus de ces éléments qui la constituent, si vous voulez. Et vous avez, par contre, la durée de vie qui n'est pas liée. C'est la grosse différence. Et vous n'avez pas cette relation d'exclusivité que vous aviez avec la composition. Il n'y a pas d'exclusivité quand vous faites de l'agrégation. Voilà. On reviendra dessus, hein, évidemment. L'héritage. Autre concept. On verra ça, il y a un chapitre qui est dédié à l'héritage. L'héritage, c'est tout simplement des relations de parenté entre vos classes. Donc, parfois, vous avez des classes où vous allez pouvoir définir une relation de parenté. Si vous prenez, j'en sais rien, un cercle et un carré, et une forme, une classe forme, vous pourrez dire qu'un cercle, c'est une forme, et qu'un carré, c'est une forme. Vous avez donc une relation de parenté. On verra dans le chapitre dédié en détail qu'est-ce que cela veut dire. Ce type de relation, elle est transitive, ce qui veut dire que si A hérite de B, transitive, c'est quoi? Ouais, A hérite de B et B hérite de C, ça veut dire que A hérite de C. Par transitivité, c'est des maths. Non réflexif, ça veut dire que A ne peut pas hériter de elle-même. A n'hérite pas de A, ça ne veut rien dire. Non symétrique, ça veut dire que si A hérite de B, l'inverse est faux. B n'hérite pas de A. Et pas de cycle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas boucler, tout simplement. On ne peut pas faire A hérite de B, et B hérite de C, et C hérite de A. Impossible. Un petit exemple, voilà, donc je vous ai dit avec des formes, des points, des rectangles, des cercles et tout ça. Voilà comment on modélise l'héritage avec une flèche qui n'est pas remplie. Et le vocabulaire, c'est vous avez la classe shape, on appelle ça la classe mère, et tout ce qui est en dessous, on appelle ça les classes filles. Voilà, on reviendra dessus, vous prenez pas la tête pour l'instant. Ok? Est-ce que c'est clair? Il y a beaucoup de notions, c'est normal, hein, c'est le premier cours. On a introduit le monde de l'objet. Le monde de l'objet, il y a beaucoup de vocabulaire, c'est normal. Vous aurez des exercices hein, pour travailler tous ces types de relations, la composition, l'agrégation, l'héritage plus tard, et les associations, tout simplement, toutes simples, etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à me poser là avant que je vous montre d'autres slides, des compléments? Est-ce que vous avez des questions? Les exercices à la fin, vous les faire. Alors non, les exercices à la fin du cours, ils sont dans le cours. D'accord? Donc normalement, on va le faire on les fait ensemble. Donc vous n'avez pas à les faire. Après, je ne vous cache pas que si vous avez envie de les faire, vu qu'ils sont corrigés normalement, faites-les. Hein. Enfin, ça ne vous fera pas de mal. Hein. Ok? Très bien. Je voudrais juste, parce que le timing, j'ai pas l'habitude, donc je vais juste vérifier, il est quoi? C'est 40 et on finit, parce que je m'embrouille, putain, j'avoue, ouais. Bon, là, c'est parce que, bon, c'est l'introduction, c'est pas grave, je ferai pas l'exercice parce qu'il est un peu long, mais je vous conseille de le faire parce qu'en plus, il est corrigé. Et il va vous permettre ne regardez pas les derniers slides où il y a la correction, il va vous permettre de bien assimiler le vocabulaire, justement. Dans un texte, je vais vous demander de trouver les objets, les classes, les méthodes, les attributs, enfin, tout ce vocabulaire que je viens d'introduire. Donc, si vous avez bien compris, c'est facile. Mais après, si vous regardez la solution, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc, je veux dire, autant ne pas faire l'exo. Juste pour terminer, parce que je parlais des compléments dans le concept d'association, d'agrégation et de composition. OK. Et ben, je voulais juste vous montrer, ce slide-là, je vous les mettrai. Il y a plein d'exemples pour vous montrer, pour que vous compreniez mieux. Mais je vais juste vous montrer ce petit tableau qui est très bien, que j'ai synthétisé un petit peu pour ces trois concepts, association simple, agrégation ou composition. Donc, premièrement, type de relation. Une association, c'est juste un trait. Quand vous avez un trait entre deux classes, mais qu'il n'y a pas de losange,
C'est ce qu'on appelle une association tout simple. C'est-à-dire que vos deux classes, elles sont liées entre elles, mais il n'y a pas de lien de subordination. Il n'y en a pas une qui est meilleure, enfin qui est plus au-dessus que l'autre. D'accord? Donc il n'y a pas de notion d'agrégat, il n'y a pas de notion d'agrégé, il n'y a pas de notion de composite. OK? Ou de composé. L'agrégation, je vous ai dit qu'il y a une relation de subordination. Pardon. Et la composition, pareil. Donc qu'est-ce qui détermine la différence entre une agrégation et une composition? C'est la deuxième caractéristique qui s'appelle la durée de vie. Ça veut dire que la durée de vie, dans le cas d'une composition, c'est très simple, elle est très fortement liée. Si vous détruisez la classe forte, vous entraînez automatiquement la destruction de la classe faible. C'est comme ça. C'est la composition. Exemple, un damier et des cases. Un damier aux échecs ou au jeu de dames est composé de cases. Si vous détruisez le damier, vos cases sont détruites. C'est logique. Là, c'est un bon exemple de composition où vous ne pouvez pas avoir de l'agrégation. C'est toujours une composition, un damier et des cases. Vous ne pouvez pas retirer les cases. C'est impossible, les damiers. Hein? Donc, vous détruisez le damier, vous entraînez la destruction des cases. Un très bon exemple de composition. OK? L'agrégation, vous n'avez pas cette contrainte. Si vous détruisez la classe forte, vous n'entraînez pas la destruction de la classe faible. L'exemple marrant que j'aime bien. Vous êtes mariés. Donc, deux personnes. A qui est marié à B. Non, c'est un mauvais exemple. Je sais pas. Voilà, des départements et une université. Pardon. Vous avez une université qui est composée de départements. Encore mieux, voilà. Une université ou des départements et des personnes, c'est encore mieux. Des départements dans une université avec des personnes à l'intérieur de ces départements. Si vous détruisez le département, en l'occurrence, vous enlevez le département informatique de l'ECE, vous ne tuez pas tous les profs d'info. Hein, donc, vous n'avez pas un lien fort de durée de vie entre les deux, entre département et personne. Les deux classes étant département et personne. Vous aurez donc une relation d'agrégation. Hein, un département est agrégé, contient des personnes, si vous voulez, mais la destruction du département n'entraîne pas la destruction des personnes associées. Voilà. Donc là, vous avez une agrégation, par exemple, et vous n'aurez jamais une composition, évidemment. Hein, sauf si vous imaginez un monde où, dans ce cas-là, je ne sais pas, vous avez un... dans une science-fiction, vous serez relié au département par un mécanisme électrique, et si vous détruisez le département, ça fait exploser toutes les personnes qui ont ce mécanisme. Là, dans ce cas-là, vous auriez une composition parce que c'est complètement lié. Mais bon, on n'est pas dans un monde futuriste, donc dans le monde réel, c'est une agrégation. Ouais. Dans votre dernier exemple, avec la voiture et les roues, ça peut être une agrégation. Ça peut être une relation d'agrégation, oui. Et quoi d'autre? C'est aussi de composition. Exactement. Tout dépend de votre point de vue. C'est pour ça que je disais que c'était subjectif. Ouais. C'est un exemple, ça peut être les deux. Exactement. Ouais. L'association, tout simple, il n'y a pas du tout de relation de durée de vie. D'accord? Donc, c'est comme l'agrégation, pas de souci. Variable membre, je n'en ai pas trop parlé, effectivement, peut appartenir à plusieurs classes, mais c'est la notion d'exclusivité. Et ça, j'en ai parlé. Donc, la notion d'exclusivité, alors c'est... Attends, un peu... Ah oui, d'accord. Parce que je l'ai mis au négatif. J'étais en train de me dire, mais mon tableau, il est faux. Variable membre peut appartenir à plusieurs classes, c'est-à-dire non exclusif. J'aurais dû préciser entre parenthèses non exclusif, sinon ça ne veut rien dire ce que je fais. Je vais refaire le slide. Donc, dans le cas de l'association, il n'y a pas d'exclusivité. Voilà ce que veut dire le oui. Dans le cas de l'agrégation, je vous l'ai dit, il n'y a pas non plus d'exclusivité. Par contre, je vous ai dit que dans la composition, c'était très, très, très fortement lié. Vous avez une notion d'exclusivité. Le dossier médical appartient à un unique patient. Et c'est tout. Pas à un autre. C'est exclusif. C'est ça qu'il faut comprendre. Navigabilité, j'en ai pas parlé, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de la classe A, je peux accéder aux attributs de la classe B? Et inversement, est-ce qu'à partir de la classe B, je peux accéder aux attributs de la classe A? Réponse, dans le cas d'une association, les deux sont possibles. Soit les unidirectionnels, c'est-à-dire de A vers B ou de B vers A, soit les bidirectionnels, ça veut dire que A peut accéder à B et B peut accéder à A. Et pour une agrégation, généralement, elle est unidirectionnelle. Et pour une composition, elle est toujours unidirectionnelle. Ça veut dire qu'on n'accède que dans un sens. Généralement, que vous avez des comptes et des enregistrements. À partir de comptes, vous aurez accès à tous les enregistrements. Mais généralement, à partir de l'enregistrement, vous n'aurez pas accès à compte. Après, vous pourriez le faire. C'est tout à fait possible en code. Il n'y a aucun souci. Mais ça ne se fait pas. Généralement, c'est unidirectionnel qu'on fait des agrègues ou des compositions. Sauf cas très particulier, on a besoin des deux sens. Voilà. Pour vous aider en français, je vous ai mis entre parenthèses tout en bas
entre guillemets, pardon, un mot que vous pouvez utiliser pour vous aider. Si vous arrivez à faire une relation utilise 1 entre deux entités, vous avez de fortes chances que vous avez une association. Si vous arrivez à utiliser le A1, une voiture à 4 roues, vous auriez une agrégation. Et fait partie 2, c'est un mot qui peut vous aider pour la composition. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais voilà, ça peut vous aider. Ou et composé 2. D'ailleurs, je préfère et composé 2 parce que pour le damier, les cases fait partie 2. Des cases font partie du damier. Ça se dit, mais c'est pas très beau. C'est mieux de dire un damier est composé de cases. Ça vous aide à voir si c'est plutôt une compo, une agrégation ou une association. Voilà. Monsieur, ouais. j'ai une question. Est-ce que du coup, association, agrégation et composition, c'est des espèces de méthodes sur des classes? Alors, excellente question. C'est pas du tout des méthodes. D'accord, ça ne se modélise pas du tout par des méthodes. Qu'est-ce qui va faire la distinction entre les trois? Ce sera dans les attributs. D'accord? Ce sera si vous avez des pointeurs ou pas, si vous avez des références ou pas, ou si vous avez la donnée membre, je n'ai pas expliqué ce qu'était une donnée membre, directement dans la classe ou pas. C'est ça qui fera la diff entre les trois. OK? Très bonne question. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions là, juste pour finir le cours? Voilà, moi 5 minutes, même pas. Mais bon, n'hésitez pas. Ça va? Bon, écoutez, en TP, vous inquiétez pas, vous allez revenir sur toutes ces notions. Donc, je comprends que vous soyez un peu perdu, hein, c'est normal de toute manière, hein, vous êtes là pour apprendre aussi. Donc, vous inquiétez pas, les chargés de TP, vous avez des exercices qui sont faits, on y va progressivement. C'est-à-dire que je ne vais pas vous balancer un exercice où il y a plein d'agrègues, plein de compos et plein d'assos, et démerdez-vous. Ce sera vraiment des exercices où vous aurez soit que des associations, soit qu'une agrégation ou une seule composition. Vous compreniez bien ces trois notions, c'est à mélanger dans des projets beaucoup plus compliqués. Vous aurez évidemment, dans un vrai projet, vous avez les trois. Vous avez plein d'assos, plein d'agrègues et plein de compos. Hein. Voilà. Les projets réels, malheureusement, sont compliqués. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Et pourquoi on travaille sur toute cette conception en amont? Pourquoi je vous fais chier à vous apprendre tout ça? La cardinalité, la visibilité private-public, les liens entre les classes. C'est parce que vous êtes obligé de modéliser votre problème en C++ si vous voulez le coder efficacement. Parce qu'une fois que vous avez fait votre diagramme de classe, c'est-à-dire vous avez fait tous les rectangles avec tous les traits qu'il faut bien, les losanges au bon endroit, les cardinalités au bon endroit, quand vous allez passer en code, contrairement en C, en fait, j'ai envie de dire, c'est instantané. C'est-à-dire que ça sera super facile de coder parce qu'il y a des mécanismes, chaque truc correspond à quelque chose en C++. Et si vous avez bien identifié les choses en amont, en C++, vous saurez où vous mettez les pointeurs, vous saurez où vous mettez les références, vous saurez où vous mettez la navigabilité, vous saurez quelle classe imbrique dans quelle autre classe, etc., dans le cadre de l'héritage. Et du coup, le code devient beaucoup plus simple et beaucoup plus robuste et voilà, et modulaire. Donc c'est pour ça que ce n'est pas facultatif, malheureusement, la conception, c'est super important. Et dans le monde professionnel, on conçoit. Hein. Ne croyez pas que là, moi, en entreprise, c'est hop, je ponds du code et basta. Hein, j'ai un papier, je conçois des diagrammes ou des diagrammes de base de données parce que je fais de la base de données du PHP, moi, en ce moment. Donc, je conçois des diagrammes. C'est à peu près comme ce que je vous raconte, mais c'est un peu différent. Et après, je crée le code. OK? Écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, pour cette année qui va être compliquée. Donc, accrochez-vous et puis, normalement, tout devrait bien se passer. Merci, monsieur. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.